Bonjour à tous, Charlène Sagnol, je suis chef de projet innovation à Territoire d'énergie Hautes-Alpes. Donc déjà pour situer les Hautes-Alpes, on est entre Grenoble, Marseille et Turin. Voilà, c'est les Alpes mais en mieux. Voilà, c'est les meilleures montagnes, elles sont chez nous. Donc effectivement, les Hautes-Alpes, c'est du soleil, station de ski et un lac. On a le barrage de Serpenson pour ceux qui connaissent. Donc on a un territoire essentiellement rural et de montagne. Notre économie, elle est basée sur le tourisme et on est 140 000 habitants à l'année. Voilà. Donc pour présenter un peu ma structure, Territoire d'énergie Hautes-Alpes, TE05, on est un peu les cousins de TE47. À la base, on était le SIM 05 qui a été créé en 2012, un peu la même histoire, je pense, que votre TE47. Et on est devenu récemment territoire d'énergie. Donc nous, on a 159 communes, sauf Gap, Briançon et Saint-Martin-de-Carrière, qui sont les plus grosses communes du département. Gap, c'est politique, et Briançon et Saint-Martin-de-Carrière, c'est parce qu'ils sont organisés en régie. Donc on n'a pas la concession à ce niveau-là. On est un syndicat d'une trentaine de personnes, dont 7 pour le service transition énergétique. Alors le service transition énergétique, voilà, moi je suis arrivée au service en 2021. Je fais partie des prémices. On était 3. Cette année, on est 7 et on va passer bientôt à 9. On est organisé en 3 pôles. Il y a le pôle énergie qui fait un peu les mêmes prestations que votre syndicat. Études d'opportunités, énergie renouvelable, la télégestion. On exploite nos centrales et on a récupéré la compétence éclairage public, donc on exploite aussi l'éclairage public. On vient de récupérer le CCRT, c'est le programme Fonds Chaleur de l'ADEME, le programme OCRE, il me semble. Et on fait aussi les bandes de recharge. Nous, c'est en DSP chez nous. On a notre pôle maîtrise d'ouvrage, donc ma collègue qui s'occupe de nos projets en propre. Et également, on fait du mandat de maîtrise d'ouvrage pour la rénovation thermique. Donc que ce soit isolation du bâtiment, mais aussi remplacement des chaufferies. Et puis, il y a moi, au pôle innovation. Voilà, donc là, un peu difficile de définir. On est sur les projets je suis sur les projets innovants et les orientations stratégiques du service. Donc à côté, je vous ai mis un petit peu le panel, mais voilà, on a les mêmes prestations, on propose les mêmes choses que chez vous. Alors, pour parler un peu du territoire d'un point de vue énergétique, donc comme je vous l'ai dit, c'est les Hautes-Alpes, c'est un territoire de montagne, donc ça se situe plutôt ce qu'on appelle au nord. Donc en fait, partout vous avez l'hydro, c'est ce qu'on appelle le nord du département. Et ensuite, vous avez le sud où là, on est plus sur du solaire. Si on regarde, aussi d'un point de vue réseau électrique, vous allez avoir du bon câble au nord parce que vous avez les stations de ski. Donc il faut pouvoir gérer l'afflux de touristes en hiver. On passe à 450 000 habitants en hiver contre 140 000 à l'année. Et ensuite, au sud, on a de l'espace. Voilà, on a de l'espace, il n'y a pas trop d'habitants. Donc c'est vraiment là où on a le plus de potentiel pour installer du photovoltaïque. Donc là, en ce moment, on a une puissance installée sur le département en hydro et en photovoltaïque de 722 MW. On est à 87% hydraulique parce qu'en fait, on a le barrage de Serponçon. Alors, c'est en discussion, mais voilà. On ne sait pas si c'est 0,4 ou 0,5. En tout cas, d'un point de vue Enedis, il est chez nous. Donc, on a 370 MW en barrage sur notre territoire. Donc là, voilà, je vous ai représenté un peu. Ça, c'est en 2022, c'est les données d'Enedis. Ça, c'est notre capacité de production sur le département, dont 69% est fait par ce barrage. Et en fait, la production du 0,5 représente quand même 11% de la région PACA, région sud. Et en fait, donc ça, c'est notre consommation pour nos 140 000 habitants en plus, 450 000, quand on passe à 450 000. Donc en fait, on représente que 3% de la consommation de la région. Et je vous ai fait un petit comparatif avec la ville de Marseille, voilà, pour voir que on n'est pas nombreux sur le territoire.
Donc c'est vrai que toujours par rapport aux données d'Enedis, si on reste là-dessus, eh ben, en fait, on est des bons élèves. On se rend compte qu'on est quasiment un territoire autonome, qui frôle l'autonomie énergétique, puisqu'on couvre 97% de notre consommation par notre production. Ça, c'est les données Enedis brutes. Et en fait, sur le terrain, on se rend compte que typiquement, le barrage de Serre-Ponçon, qui est quand même 70% de notre production, en fait, il est piloté par rapport aux besoins du national et pas aux besoins des Hautes-Alpes. En rouge, la courbe, c'est notre courbe de consommation sur l'année dans le département. Et en fait, le barrage, c'est le bleu clair. Et donc, on voit bien qu'en fait, nous, c'est février-mars parce qu'on fait de la neige. Voilà, on en a, mais il en faut un peu plus. Et donc, on voit bien que le barrage, il tourne plutôt sur les besoins du national que sur nos besoins à nous. Donc, effectivement, là, on a mis sur une journée en hiver et on a mis en parallèle la pointe au national. Et on voit bien que nous, notre pointe, elle est la nuit, en fait, avec toujours cette problématique de production de neige. Et donc le barrage fonctionne, lui, par rapport aux pointes du national du matin, du soir, mais pas forcément pour nous. Donc voilà, on a ce constat sur le terrain de vous avez la production qui n'est pas forcément à l'endroit de la consommation, vous avez une saisonnalité des consommations, vous avez un décalage entre la consommation locale et la production photovoltaïque par rapport à la capacité d'accueil du réseau. Là, il faut savoir qu'RTE a estimé à 700, alors heureusement que je l'ai noté, 750 mégawatts supplémentaires sur notre territoire. Dans la zone sud, là où ils estiment à 750 mégawatts de potentiel ENR chez nous, encore. C'est énorme. Et en fait, la question, c'est comment on va évacuer tout ça. En fait. On peut le produire, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Ah oui, et puis chez nous, il y a quand même quelque chose qui est en train de monter en puissance, c'est la valorisation locale de ces installations. Parce que bien souvent, c'est fait par des personnes extérieures au département, voire à la France. Que du coup, les retombées économiques, elles ne sont pas forcément chez nous. L'électricité n'est pas forcément à notre usage. Et il y a vraiment une montée en puissance du not in my backyard, pas dans mon jardin, donc pas ça chez moi. Je veux bien des ENR, mais pas chez moi. Et puis, il faut aussi savoir que pour PACA, là, avec les aides AER, vous avez dû avoir aussi les zones d'accélération, tout ça. En fait, on s'est bien rendu compte que le potentiel de production était chez nous. Donc, en gros, s'il va falloir faire des ENR en PACA, c'est chez nous qu'il y a le terrain. Voilà. Donc, ça va être, comment dire, encore pour les Marseillais. Mais donc, il y a un peu tout ça qui monte en puissance. Et en fait, pour répondre à ça, vous avez deux stratégies. Soit vous travaillez sur le réseau, et on reste dans cette logique de croissance qu'on a toujours connue de créer le réseau en fonction de la consommation et pas de la production. Soit vous venez travailler sur la résilience. Alors, on a un peu qualifié d'active et passive. Active, c'est par les comportements de consommation. Et enfin, passive, c'est plutôt les actions qu'on va faire sur le bâtiment, sur le réseau et sur la mobilité. Voilà, une action où finalement vous faites l'action et vous avez le bénéfice tout au long. C'est pas une conscience à faire tous les jours comme travailler sur sa consommation. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de permettre un développement raisonné et en phase avec le potentiel de notre territoire. Donc en fait, comment on en est venu à une stratégie ? Je dirais pas par accident, on a mis du temps à comprendre qu'on avait développé une stratégie. Parce que TE05, en fait, à l'image de nos élus montagnards, c'est-à-dire avec un bon sens pratique, on a mis avec eux en place des actions au fil de l'évolution des besoins énergétiques, mais aussi des crises de l'énergie. Et avec En Genèse, nous, ça a commencé avec le déploiement des bornes de recharge de véhicules. On a dit, bon, ok, il faut créer des bornes de recharge, on entend. Par contre, ça veut dire nouvelle consommation, ça voulait dire du renforcement de réseau. On s'est dit, ok, on prend cette opportunité-là. Mais à côté de ça, on a assorti d'une condition, c'était de produire l'énergie nécessaire à la mobilité en local et en ENR. Donc, c'est là que le syndicat a développé ses propres installations. Donc, ça a commencé en 2015
On fait aussi de l'hydro. On a des petites centrales hydro et des centrales PV. Puis à la suite de ça, les communes, quand a commencé à les crises énergétiques, elles ont dit bon, faut qu'on regarde nos consommations. Donc là, on les a accompagnés sur la télégestion, avec monitoring des installations, pilotage des installations. Et ensuite, là, on en est dans la phase autoconsommation collective. Parce qu'ils se sont dit, attendez, on produit, est-ce qu'on ne pourrait pas consommer sur place? Donc vraiment, on rentre dans cette logique-là. Et en fait, vraiment, ce qui nous porte, on est porté par l'ambition de décarboner nos usages, d'assurer un mix énergétique, parce qu'on comprend bien, surtout chez nous, qu'il ne peut pas y avoir une solution. Clairement, les pompes à chaleur, d'accord, mais venez en mettre à 1600 mètres d'altitude, pour une piscine ou quoi que ce soit, ça ne fonctionne pas. Donc on est vraiment dans cette logique de mix et d'aller chercher le meilleur, le potentiel de notre territoire. On a du soleil, on a de l'eau. Voilà, c'est comment arriver à combiner tout ça et puis apporter un peu de stabilité au prix de l'énergie. Et donc, on travaille désormais sur des solutions de stockage. Alors, chez nous, il y a le projet Ringo qui a été fait par RTE à Vent-Avon, où là, ils sont en stockage batterie. Donc voilà, c'est leur innovation. Et nous, on essaye aussi de travailler en fait, à plus petite échelle. On a vraiment cette logique aussi un peu de refuge. Vous voyez, secteur de montagne, on est un peu isolé. Nous, réseau gaz, il s'arrête à l'entrée du département. On n'a pas de gaz sur le territoire, on est en propane, voilà, ou fuel. Donc on a vraiment cette logique de travailler par bulle. Et voilà, notre stratégie, avec un peu de résilience, un peu de recul, en fait, on se rend compte que chacune de nos actions, elle a formé cette stratégie de résilience qui, pour nous, elle passe pas seulement par le réseau. Effectivement, il va falloir travailler sur le réseau, mais elle passe vraiment par les usages. On a commencé avec la mobilité et maintenant on s'axe sur le bâtiment qui devient en fait pour nous l'atout majeur parce que, comme je vous l'ai dit, nous c'est le tourisme. On n'a pas d'industrie, donc on ne peut pas s'appuyer sur les industries aussi pour faire du service au réseau. Donc chez nous, ça va passer par la mobilité et le bâtiment. Et donc, on a vraiment besoin de faire des démonstrateurs pour montrer que la filière bâtiment, elle peut développer des systèmes résilients avec les infrastructures et non pour leur performance individuelle. Et c'est là, en fait, où on s'est associé donc avec De Dietrich, qui va pouvoir vous présenter leur solution. Donc bonjour à vous tous. Alors effectivement, je vais vous présenter. Hop, t'as oublié ça. Donc voilà ce que vous avez des bâtiments qui sont dans les Hautes-Alpes. Ça, c'est un bâtiment qui est à Gap, là, qui va être hybridé bientôt, et deux projets un peu particuliers. En fait, ce que nous on considère, c'est que l'énergie aujourd'hui, telle que vous la voyez, quand vous branchez votre smartphone ou l'appareil qui est là aujourd'hui, vous ne connaissez pas la couleur de l'électron. Ça ne gêne personne d'aller chercher des électrons à 950 grammes en Allemagne pour faire tourner une pompe à chaleur à Agen. Est-ce que ça a du sens? Et en fait, ce que vous avez vu avec Charlène, c'est que les réseaux aujourd'hui sont très décalés entre la prod et l'usage dès lors que vous avez des énergies renouvelables. Et une dernière chose qu'il faut comprendre, c'est que plus vous mettez d'ENR sur un réseau, plus vous le déstabilisez. Et donc, soit vous faites à grande échelle, et actuellement, vous avez 4 turbines à gaz qui tournent, 2 à Dunkerque et 2 à Martigues, 24 heures sur 24 pour stabiliser le réseau. Le réseau électrique est tenu à 40 millisecondes. C'est-à-dire, si on va moins vite que ça, on le perd et on a un blackout. Donc vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Il faut piloter localement à l'échelle du grid, et il y a des solutions intéressantes. Et donc pour nous, de l'électricité verte, du gaz vert et de l'hydrogène vert, c'est sûrement la solution pour stabiliser les réseaux. Alors comment on fait ça? En fait, si vous vous souvenez d'une ancienne réglementation, avant qu'on ait les RE 2020, RE 2025 et toutes ces histoires-là, il y avait E+, C-. Ça avait du sens quand on en parlait, parce qu'on disait quoi? Je veux plus d'efficience énergétique, je veux moins de carbone. Nous, on a rajouté moins de polluants, parce que quand vous êtes dans la mobilité, vous avez des critères ZFE avec des émissions de NOx, mais dans le monde du chauffage, il y a la même chose, et on ne parle pas de ces valeurs-là, et pourtant l'acidification des sols, c'est un vrai souci. Puis au bout, il y a quand même des histoires d'euros. Et qu'aujourd'hui, un bâtiment autonome, c'est parce qu'il est connecté au réseau. Et sa valeur, c'est de venir aider le réseau. Donc comment on fait ça? En fait, on s'est appuyé sur la stratégie d'hydrogène de l'État, où on avait comme objectif de réduire de 11,5 millions de tonnes les émissions de CO2 de la filière hydrogène. Dans les usages, il y avait suppression de l'hydrogène gris, qui est fait à partir de gaz,
aider la mobilité électrique à être plus efficiente en faisant des hybrides hydrogène électriques. Vous avez des voitures qui arrivent comme ça, il y a le Scenic Vision, il y a une BM, il y a plein d'autos. Et puis en bas, il y a un élément de stabilisation des réseaux énergétiques. Et pourquoi ça? C'est parce qu'un électrolyseur, ça peut démarrer aussi vite que le réseau, ça peut s'arrêter, on peut faire de l'hydrogène, on peut le stocker, on peut le brûler. Donc c'est un vecteur énergétique, l'hydrogène, au même titre que l'électricité. Donc, un jour, vous aurez peut-être ça, parce que ça, ce n'est pas un montage. Ici, vous avez un pipe d'hydrogène, vous avez un pipe de gaz et vous avez un pipe de mélange entre les deux. Et en fait, ça, c'est la résilience des réseaux énergétiques à l'échelle des gaziers. Ça vous paraît cohérent chez les électriciens, mais chez le gazier, c'est pareil. Donc ça, c'est un chantier qui est sur Strasbourg au sein du démonstrateur de RGDS. Et nous, en fait, on a fait une matrice assez simple. En fait, quand vous avez un bâtiment de chauffage aujourd'hui, un bâtiment à chauffer, vous n'avez pas 25 solutions technologiques. Globalement, les deux intrants, c'est savoir quel flux énergétique vous avez. Alors historiquement, c'était soit de l'élec et du gaz. Puis il y a des petits réseaux d'hydrogène qui commencent à apparaître, ce qu'on appelle l'hydrogène fatal. Et puis de l'autre côté, il y a un critère tout simple. Est-ce que vous pouvez mettre une PAC ou pas? Donc en clair, si vous avez de l'électricité et que vous pouvez mettre une PAC, si c'est le bon produit, il faut le faire. Si vous avez du gaz et de l'électricité, vous avez intérêt de mettre une hybride. Parce que ça gêne de nouveau personne d'avoir une turbine à gaz qui tourne pour faire des électrons pour mettre dans une machine. Est-ce que ça a du sens d'un point de vue émission de CO2, émission de CO et de NOx? Et puis, il y a un cas d'usage très particulier, qui est celui-là, c'est de dire, je ne peux pas mettre de PAC, mais je veux électrifier le pays. Et donc, c'est quoi? J'ai toujours du gaz et de l'élec disponible, et j'ai peut-être un intérêt à fabriquer localement de l'hydrogène. Donc, nous, on a développé ce genre de joujou. Ça, c'est une pompe à chaleur hybride hydrogène. Donc en fait, vous avez une chaudière hydrogène là-bas, et le gaz, c'est un gaz comme les autres. Il n'y a pas de différence entre un gaz nat, un propane, de l'hydrogène ou quoi que ce soit. Et au bout, on a une petite PAC. Ça veut dire que ça aussi, c'est possible. Et comment vous pouvez avoir des réseaux d'hydrogène? Principalement, c'est de l'hydrogène fatal, ou peut-être de l'hydrogène blanc demain, vous savez, celui qui sort naturellement du sol. Mais l'hydrogène fatal, c'est un hydrogène qui est un résidu de production chimique. Vous en avez, là, on a trouvé 330 tonnes d'hydrogène sur le port de La Rochelle qui aujourd'hui sont jetées à l'atmosphère. Moi, cet hydrogène-là, je peux le brûler et en faire de la chaleur sans problème. Donc, vous avez des combinaisons sur des cas particuliers. Puis après, surtout, il y a cet hydrogène fatal qu'on peut brûler dans des chaudières normales. Et en bas, en fait, ce qu'on a imaginé, c'est de dire, j'ai la force de la flamme, j'ai la compacité du générateur, et donc je vais venir faire des mélanges de gaz. Donc, je mets de l'oxygène, de l'hydrogène et du gaz, et je pilote ça en temps réel. Et comment je vais piloter ça? Vous avez vu, ça ressemble à une boîte de chauffagiste. C'est-à-dire que c'est quand même l'idée, c'est que ça soit pour le métier de chez nous. En clair, c'est fait pour un chauffagiste, pour un mainteneur et pour la filière. Si je vous ai montré le premier prototype, c'est fait par des copains au labo. C'est pas fait pour le plombier. Maintenant, vous avez une clé 10, de 13 et une cruciforme et ça vous suffit pour faire l'entretien. Donc, ce qu'on a, nous, imaginé, c'est quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas la combustion, c'est le combustible. Clairement. Si j'ai un gaz décarboné, j'ai autant de chance ou autant d'intérêt à le faire brûler que d'aller chercher d'autres solutions. La deuxième chose, ça m'a valu un tir un jour à Paris, parce que je n'ai pas ma langue dans ma poche, où j'ai expliqué à des sinistres bien connus que d'avoir cassé du FGDF, c'était la plus belle des conneries qu'ils ont fait, parce qu'ils nous expliquent qu'on veut de la souveraineté énergétique et ils ont cassé les acteurs. En fait, ces deux vecteurs sont des compléments. On passe notre temps à contrer. Le bois, c'est mieux que le truc, c'est mieux que le truc, mais je m'en fous de ça. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est le mieux, c'est la meilleure des énergies au meilleur des moments et à quelle quantité elle est là. Et puis en bas, ce qu'il faut, c'est que ce soit un truc qui soit très vite déployable. Moi, je suis très fan de l'excellence. Bien sûr qu'on peut faire des choses géniales avec l'hydrogène. On aura peut-être demain des maisons autonomes. On aura nos véhicules, une partie comme ça. Mais ce n'est pas la première brique du bâtiment. Si je veux qu'il soit accepté, il faut qu'il n'ait pas de pression, pas de stockage et qu'il soit sur un générateur standard. Oups, pardon. Donc la techno, c'est ça. Alors vous inquiétez pas, c'est un tout petit schéma. Mais c'est de dire quoi? C'est dire que j'ai 4 flux énergétiques électriques disponibles. Le premier, c'est un photovoltaïque en autoconso local ou des arbres à vent. Les arbres à vent, c'est des éoliennes socialement acceptables. Vous avez de l'autoconso collective. Donc Charlène a fait des réseaux avec 8 communes ou 12 communes. Sur le département de la Loire, on a aussi ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on mutualise des productions à l'échelle des bâtiments communaux ou de plusieurs. Derrière, vous avez les abonnements spot. Ça vous parle peut-être quand vous entendez que le prix électrique est négatif sur le réseau, c'est-à-dire qu'on a plus de production que de besoin et le prix s'effondre. Puis le dernier truc qui nous arrive à grands pas, vous avez peut-être entendu parler de ça, parce que ça nous arrive dans les jours qui viennent, ce qu'on appelle la tarification dynamique. En clair, à partir du mois prochain, vous n'aurez plus d'heures creuses et d'heures pleines à plage fixe. Vous avez entendu qu'elles vont glisser en fonction des productions. Ça, c'est pour vous habituer.
Parce que dans 1 an, on passe à la tarification dynamique, c'est-à-dire que les passes seront de 10 minutes. Et vous aurez une variation tarifaire en fonction de la charge électrique sur le réseau. Donc en fait, il faut que l'équipement il connaisse ça. De l'autre côté, vous avez 2 gaz. Une particularité géniale, c'est que le gaz vert et le gaz gris sont légèrement différents, on sait le mesurer. Et donc on peut dire à un moment, je veux que du gaz vert, que de l'électricité verte, pour faire quoi? La meilleure des combustions, la moins carbonée. Et c'est ça l'outil tel que nous on l'a imaginé. C'est, vous voulez de la chaleur, ouais, mais moi je suis capable de m'engager au bout pour vous dire, vous aurez une linéarisation du prix de l'énergie et vous aurez le service carbone le plus petit possible. Donc, on a un premier projet qui tourne depuis maintenant 4 ans, 5 ans. Donc là, vous avez une chaudière hydrogène, une chaudière normale et la production locale d'hydrogène. L'électrolyseur ressemble à ça. C'est une petite boîte comme une chaudière. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est qu'on est passé de 142 kWh à 85 sans toucher à l'infrastructure du château. C'est un château du XIIIe siècle, avec des radiateurs en place, pas d'ABF qui autorise quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'on a fait là? C'est qu'on a supprimé toutes les pertes. En fait, tout le flux énergétique qu'on reçoit, il est converti soit en stockage, soit en chaleur, et on injecte ça dans le bâtiment. Le bilan, quand même, on a divisé la facture gaz par 2, et on a réduit de 80% les émissions de NOx, et en ELEC, on est complètement autonome. Le schéma de cette installation, c'est ça. Donc vous avez tous les intrants électriques, on a des batteries de stockage, un électrolyseur, un moteur avec une combustion hydrogène, et puis derrière, des petites chaudières qui viennent s'adapter. Ce que vous avez là, c'est vrai. Le maire de la commune a un peu de caractère, et donc aujourd'hui, on est totalement autonome sur le site. Et puis pour ceux qui font du schéma hydraulique, vous retrouvez un schéma de chaufferie complètement standard. Ici, c'est tout le château, l'aile au bout dans lequel il y a le cogénérateur où on fabrique de l'électricité à partir d'un moteur. Et de l'autre côté, une chaufferie toute bête, comme vous avez vu en photo. Et puis un moteur hydrogène, ça ressemble à ça. Vous avez une techno qui s'appelle les piles à combustible. Ça vous parle peut-être, c'est des packs. Le problème de la pile, c'est que c'est fait pour des spécialistes avec un hydrogène ultra pur, alors que ça, c'est un moteur qui tourne avec des mélanges de gaz. Ça peut travailler avec des hydrogènes à 95% et un peu d'H2O dedans. Et donc, ces petits moteurs, vous les alimentez à la demande. Et le temps de démarrage, c'est celui de comme votre moteur. Donc ça, c'est un bloc 3 cylindres, comme vous avez dans les mini-pelles. Et on va sortir 11 kW électriques tri de ce moteur. Et donc, sur ce site, ce qu'on fait, c'est que vous avez les productions électriques, vous avez les batteries qui tiennent 3 heures, et derrière, c'est les cogénérateurs qui prennent le relais. Et cet cogénérateur, il est alimenté par l'hydrogène qu'on a fabriqué dans la journée. Donc c'est ça de la résilience réseau quand vous êtes à l'échelle d'un bâtiment. Donc il y a un autre projet qui n'est pas très loin d'ici, donc chez l'opérateur Régaz à Bordeaux. Et donc voilà une chaufferie hydrogène. Donc pour ceux qui ont déjà vu des chaufferies, ça ressemble à une chaufferie. En fait, vous avez chaque chaudière qui est là. Et ici, vous avez 2 électrolyseurs. Le principe là-bas, c'est qu'on a 2 ballons tampons de 2500 litres. Et en fait, on vient charger de la chaleur quand on est en excédent de flux électrique. En fait, ces électrolyseurs sont alimentés par des ombrières de parking. Donc, on charge en énergie le bâtiment, on charge les ballons et en fait, on vient décarboner. Le bilan, ça, c'est le premier truc génial pour ceux qui connaissent les rendements. Donc là, le générateur est à 43 degrés. Les fumées sont à 44. Vous imaginez, un physicien rêve d'avoir 1 pour 1, donc on y bagarre pour ça. Surtout là, regardez les niveaux de polluants. Vous avez 0 émission de SO2, vous avez 0 d'H2, donc on a bien brûlé tout l'hydrogène produit. En NOx, on est à 3 ppm. Je veux dire normal, je ne vous dis pas les valeurs, vous les mesurez rarement, mais les NOx sont un peu plus élevés. Et en termes de CO, on est à 18, alors qu'une chaudière normale est plutôt autour de 55-60. Et on a diminué le CO2 là dans cet exemple de un peu plus de 30%. C'est une chaudière normale, standard, homologuée juste pour travailler avec un peu d'hydrogène dedans. Hop. Ça, c'est les courbes de data. La seule chose qui est importante pour vous, c'est de regarder la courbe verte et rouge là, des 2 machines. En fait, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une totale interopérabilité des 2. En clair, la chaudière a besoin, l'électrolyseur la suit. Et quand l'électrolyseur voit de l'excédent de flux électrique, va demander à la chaudière de démarrer pour stocker dans le ballon. Pour l'usager, c'est complètement transparent. Le bâtiment qui est derrière fait 7000 m². Et ils n'ont absolument pas vu qu'on avait changé quoi que ce soit en termes de production d'énergie. On leur a montré la chaufferie. Mais en termes de réponse et de résultats, c'est ce qu'ils attendaient. Donc, rapidement, pour vous montrer que sur ce chantier, on va économiser 3175 tonnes de CO2 sur la durée de vie de l'équipement. Et on a, juste avec 7% d'hydrogène en puissance, j'enlève 39% des émissions de CO2 de cette chaufferie. J'ai rien touché à l'infrastructure. Maintenant, si on avait dû passer ça, ce chantier, celui de la Loire ou celui-là en PAC, il fallait tirer une nouvelle ligne, changer le transfo, changer tous les émetteurs, changer les réseaux.
Et si vous faites le bilan CO2 de tout ce bazar, le CO2 indirect, je pense que je peux émettre pendant 1000 ans la chaufferie à hydrogène par rapport à une chaufferie tout électrique. Donc, pour vous rassurer, on travaille avec Veritas sur un cadre d'usage, parce qu'il n'y a pas de normes actuellement sur l'hydrogène bâtiment. Donc, en fait, on a fait un référentiel de certification et un audit. Donc, il y a 62 pages de sécurité pour dire, voilà, si vous installez dans ce cadre-là, vous êtes conforme à toutes les réglementations en place. Et en ce moment, on travaille avec le BNG, donc Bureau de normalisation du gaz, et la DGPR, la prévention des risques, sur un cadre d'usage de l'hydrogène bâtiment. Voilà, donc effectivement, Territoire d'énergie, on est parti sur cette technologie pour un site qui s'appelle Durancia, qui est à Montgenèvre. Alors, c'est une station de ski qui est juste avant... le col, c'est la frontière avec l'Italie. Et en fait, c'est une commune qui s'est engagée dans une démarche de station verte. Voilà. On voulait vraiment travailler sur la décarbonation. Alors le site, je crois celui-ci doit être à 1008. Ouais. On est à 1800 mètres d'altitude. Donc autant dire que la pompe à chaleur, on n'y est pas allé. On a étudié aussi le bois, mais on n'était pas tout à fait satisfait. Et puis vraiment, comme je vous ai dit, nous on n'a pas de gaz, on n'a pas réseau gaz, on est off-grid, on est hors réseau. Donc on a encore cette logique de aussi comment travailler en bulle. Et c'est pour ça que la technologie nous a effectivement séduite, parce qu'on n'a pas à tout changer non plus. Là, on va venir hybrider des chaudières propane, voilà, avec 4 électrolyseurs. Donc en tout, c'est 800 kg. On vient hybrider 800 kW de chaudière. Donc voilà. Et on va installer des panneaux solaires photovoltaïques pour la production de l'hydrogène. On rajoute aussi du solaire thermique pour être dans le mix et d'aller chercher le maximum le potentiel du territoire. Et les travaux, là, ils commencent à la fermeture de la piscine en septembre. Voilà, donc on va poser nos 4 chaudières et nos 4 premiers électrolyseurs. Alors, pour résumer, pour vous montrer ce que c'est l'énergie de demain, hop, je mets tout, comme ça, ce sera plus simple. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, c'est l'hybridation d'un centre commercial. En fait, si vous vous souvenez, l'équation qui est là, c'est quelle énergie j'ai en quelle quantité, à quel prix, à quelle quantité carbone et à quelle valorisation carbone. Ça vous parle la taxe carbone? Pour vous donner une idée, 30 € la tonne en Europe, 585 $ à Chicago. Et les Américains achètent nos certificats carbone, donc ça a beaucoup de sens. Et en fait, ce que vous voyez ici, c'est de dire, j'ai des ombrières, un raccordement élec, un raccordement gaz, et dans ce cas particulier, ils ont un petit méthaniseur individuel où ils peuvent fabriquer leur propre gaz en complément du flux. Et donc, ce qu'on a, c'est des pompes à chaleur. Alors, 2 technologies différentes. Celle-là, vous connaissez, c'est les systèmes à compression classiques. Ça, c'est une pompe à chaleur très particulière qui a été développée à Nantes par une start-up et l'université. On transfère l'énergie sous forme d'ondes sonores. Donc, on a une pompe à chaleur sans fluide frigorigène et qui a la particularité de réagir aussi vite que le réseau. Donc ça, c'est un vrai petit joujou. Derrière, vous avez la logique d'hydrogène, le moteur, et là-bas, on a un électrolyseur avec du stockage d'hydrogène. Donc on en stocke un peu pour une simple raison, c'est qu'au bout, il y a une station hydrogène, et donc il fallait faire de l'hydrogène localement, et on a dit, nous, ça tombe bien. En fait, la filière hydrogène, si vous regardez son rendement, vous faites de l'hydrogène d'un côté, de l'oxygène de l'autre, et de la chaleur. Alors notre métier, c'est de faire de la chaleur, moi, ça m'arrange. Donc ça veut dire que toute la chaleur fatale, elle est récupérée pour alimenter les centrales de traitement d'air et l'eau chaude sanitaire. Quand on est nous avec notre combustion, moi j'ai besoin d'oxygène pour faire de la combustion de l'hydrogène. Et donc on se retrouve avec des électrolyseurs qui ont des rendements certifiés de 97%. Et la chaudière, elle, comme on change son mode, elle a un rendement qui est de 127. Ou vous auriez 146 pour un générateur plutôt PAC. Donc ça veut dire qu'on est très proche en termes de performance. Et là, vous avez des vraies combinaisons. Et donc l'objectif de ça, c'est de dire qu'elle a... Et ça, c'est que des technologies qui sont sur étagère. Il n'y a rien d'intelligent. La seule chose qui est intelligente, c'est l'Energy Manager System, la boîte qui pilote tout ça quand même. Là, c'est là où on a les fonctions. L'idée, c'est de dire, j'ai pas beaucoup d'électricité sur le réseau, donc je peux m'effacer. Et dans ce cas-là, j'en fabrique localement. J'en ai beaucoup, je la récupère et je vais la convertir en chaleur ou en stockage d'hydrogène. Et vous avez vu que d'un seul coup, sans rien toucher à l'infrastructure, ce qui est le cas de ce qui se passe dans les Hautes-Alpes. Vous avez une infrastructure existante, des productions existantes. Et là, on va venir simplement, nous, localement, adapter tous ces flux. Au bout, il faut que le bâtiment il chauffe correctement. Mais si vous prenez un appartement ou un logement que je chauffe à 19,5
ou que je chauffe à 21 à 16 heures parce que j'ai énormément de NR et que je passe sur l'inertie pour ne pas aller solliciter l'énergie électrique qui est carbonée à 19h30, ça a beaucoup de sens. La thermique a cet avantage d'avoir de l'inertie. Et donc, c'est ça qu'on utilise pour l'instant. Et l'idée, c'est de dire, je veux un système simple pour chauffagiste, pour tout le monde. Cette machine-là, c'est des chaudières plutôt tertiaires. On a breveté ça il y a maintenant 4 ans, où on a la même technologie intégrée dans une petite chaudière murale. Et donc, quand vous êtes en cœur de ville, là où vous ne pouvez pas mettre autre chose, si vous avez une technologie de gaz vert, là, associée à ce qu'on fait là, vous avez des émissions de polluants ici qui sont inférieures à la meilleure des solutions électriques. Pardon, je n'ai pas vu. Oups, pardon, alors merci. De toute façon, on est là pour échanger avec vous.